بعد الافتتاح نبداو نخدموا على الرواح. La première séance, c'est des conférences scientifiques et on va entamer cette série de conférences par une première conférence intitulée La dépression, parlons-en, qui sera faite par notre PMD, le docteur Mostafa Ayoub, et cette conférence va durer à peu près une vingtaine de minutes et on va avoir la possibilité de 10 minutes de discussion à propos de cette communication et ça sera à peu près la même chose pour toutes les communications. J'appelle donc Dr Mostafa Ayoub. Et on va traiter aujourd'hui donc la dépression par l'enfant. Alors pourquoi on a choisi ce thème? On a choisi ce thème parce que l'Organisation mondiale de la santé a choisi cette année comme sujet la dépression par l'enfant. Alors la dépression, c'est un état pathologique avec trouble de l'humeur, marqué par la tristesse, avec symptomatologie anxieuse, perte d'espoir, d'envie, d'espoir de soi. Donc, trop intense. Alors, il faut faire attention parce que ces signes sont très importants parce qu'ils doivent durer au moins 2 semaines, si ce n'est plus. Donc, elles touchent toutes les personnes, de tous les âges, de tous les horizons et de tous les pays. Donc, aucun pays n'est épargné, aucun âge n'est épargné et aucun horizon, c'est-à-dire toutes les catégories. Donc, vous voyez que la dépression, elle touche toutes les personnes. Le terme dépression, il provient du latin depressio, qui signifie enfoncement. C'est-à-dire, lorsque la personne est dépressive, elle va s'enfoncer. Donc, c'est un enfoncement. La dépression est considérée comme le mal du siècle, du 21e siècle. Alors, l'OMS considère qu'elle pourrait devenir, en 2020, c'est-à-dire bientôt, la première cause d'invalidité, c'est-à-dire de handicap. Devant les maladies cardiovasculaires, actuellement, la dépression occupe la 2e place. Donc, en 2020, l'OMS dit qu'elle va devenir la première cause d'handicap. Donc, c'est très important. La suivante. Alors, lorsqu'on parle de dépression actuellement, donc, on préfère scientifiquement parler d'épisodes dépressifs majeurs. Donc, on ne dit pas dépression. Dépression, ça, c'est de façon courante. Mais scientifiquement, les dépressions appartiennent au groupe des épisodes dépressifs majeurs. C'est comme ça qu'ils ont été donc signalés dans la démarche scientifique. Alors, ces épisodes dépressifs majeurs ont une importance considérable. Pourquoi? Parce que leurs fréquences donc, sont importantes. Il y a actuellement plus de 300 millions de cas dans le monde. Vous voyez que c'est très important. Deuxièmement, de leur présentation souvent banale ou atypique. Parce que parfois, la dépression, son diagnostic n'est pas facile. On va voir qu'il y a différentes sortes de dépression. Il y a les dépressions légères, les dépressions modérées et les dépressions sévères. Donc, tous les signes qu'on va voir, les signes cliniques, on ne va pas les trouver. Donc, parfois, le diagnostic n'est pas facile. Troisièmement, de l'efficacité des traitements modernes, mais à condition de bien les employer. Parce que les traitements existent, mais si on ne les utilise pas à bon escient, on ne va pas guérir cette maladie. Des dangers dans le suicide, ça, c'est le grand risque des dépressions, c'est-à-dire le malade risque à tout moment de se suicider. Et ça, c'est très important. Donc, des cas méconnus ou maltraités. Donc, si on a vu dans les commissions régionales de santé qu'il y a beaucoup de malades donc, qui ne sont pas bien traités et qui prennent donc, des congés de longue durée. Et ces congés de longue durée, donc, on ne va pas les guérir. Donc, ça, ils versent dans le handicap et l'invalidité.
Alors, chose importante aussi, les femmes sont atteintes dans la proportion de 2 pour 1 homme. Donc vous voyez que c'est une pathologie qui intéresse surtout les femmes que les hommes. Alors, la prévalence des épisodes dépressifs majeurs chez les infirmiers, les CHU rattachés de source est de 7,5%. Il y a une étude qui a été faite par le département de médecine communautaire et le service de psychiatrie de Farah Tachet, c'est récent, c'est je crois en 2014, et qui a trouvé quand même qu'il y a une prévalence de 7,5%, ce qui est important quand même. Hein. Il y a aussi une autre étude qui a été faite par le département de médecine communautaire de la faculté de médecine de Sousse et le service de psychiatrie pour voir la prévalence des épisodes dépressifs majeurs chez les consultants dans les structures de première ligne, c'est-à-dire dans les centres de santé de base, du gouvernorat de Sousse. Ça aussi, c'est à la même période, c'est-à-dire en 2014. Et on a trouvé qu'il y a quand même une prévalence de 10,83% sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire dans l'année, et de 26,4% sur la vie. C'est-à-dire que pendant la vie, les consultants ont 1 fois sur 4 de chance d'avoir une dépression, quand même ce qui est important. Alors je vous signale que ces chiffres ont été retrouvés dans les études françaises. Donc ici en Tunisie, c'est pratiquement la même chose, la même prévalence que chez les consultants de première ligne en France. Donc ce qui est important. Alors on distingue les dépressions à caractère endogène. C'est-à-dire on distingue deux types de dépression. Les dépressions à caractère endogène, c'est-à-dire qui ont un caractère héréditaire, des facteurs génétiques. Et puis il y a les dépressions réactionnelles, c'est-à-dire réactionnelles à une cause. Alors quels sont les facteurs de causalité? Il y a le stress important, il y a l'épuisement, et ici donc on revient à la dépression chez les infirmiers. Donc l'épuisement, c'est un facteur de causalité de dépression chez les infirmiers. D'autres facteurs déclenchants, les pathologies organiques. Exemple, l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie peut être une cause de dépression. Les psychopathologies, d'autres pathologies psychiatriques, et surtout l'alcool et les drogues, ça, chez les adolescents. Donc, on a démontré que lorsque les adolescents prennent des drogues telles que le cannabis, donc ils peuvent avoir des dépressions. Alors la physiopathologie, comment on va expliquer la causalité, donc les causes de la dépression? Au point de vue physiopathologie, donc l'hypothèse monoaminergique postule que la dépression résulte d'un défaut de transmission sérotoninergique et noradrénergique. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Très simplement, vous savez que nous avons donc dans notre cerveau des neurones. Nous avons à peu près des milliards, à peu près 100 milliards de neurones. Alors l'influx nerveux, comment il se transmet d'un neurone à un autre? Il se transmet par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Alors on a pratiquement à peu près 30 à 50 neurotransmetteurs. Mais les plus importants sont au nombre de 3. La sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Alors pourquoi on a choisi uniquement ces 3 neurotransmetteurs? Parce qu'ils régissent les émotions, le stress, le sommeil, l'appétit et la sexualité. Alors qu'est-ce qui se produit dans la physiopathologie? Vous savez que les neurotransmetteurs, lorsqu'ils vont passer d'un neurone à un autre pour transmettre l'influx nerveux, ces neurotransmetteurs peuvent être bloqués. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs au niveau des axones, de la terminaison des neurones, qui vont bloquer le passage de ces neurotransmetteurs d'un neurone à un autre. Et lorsqu'ils sont captés, donc, on va avoir le nombre donc, de sérotonine,
de noradrénaline et de dopamine qui vont être diminués. Et on va voir donc les répercussions, c'est-à-dire les signes cliniques. Alors les signes cliniques sont au nombre de 3. Nous avons les symptômes psychiques. Alors nous avons ici une tristesse dépressive. Ça, c'est la caractéristique principale de la dépression. Alors le malade va vous dire que je n'ai pas le moral. Tout est sans intérêt dans ma vie. Ça, c'est le malade qui vous le dit. Alors cette tristesse, la tristesse d'une personne déprimée est une vraie douleur morale. Elle va engendrer une profonde souffrance. Nous allons avoir aussi de l'anxiété. C'est une sensation de tension intérieure, de danger imminent. C'est-à-dire que le malade va avoir peur. Ça peut devenir même une angoisse. Nous allons avoir aussi des troubles cognitifs. Alors le malade va vous dire que je n'arrive pas à me concentrer. Effectivement, il ne peut pas se concentrer. Il y a une difficulté à se concentrer. Et puis, il y a une fatigabilité, gênant par exemple la lecture. Le malade n'arrive même pas à lire. Deuxièmement, nous avons des symptômes comportementaux. Il y a un ralentissement psychomoteur. Alors, le malade va vous dire que je n'ai pas envie de me lever. Alors on parle de clinophilie, c'est-à-dire que le malade va garder le lit. Il ne va pas pouvoir se lever. Nous allons avoir également une paralysie de la pensée et de l'action. Nous allons avoir des idées suicidaires. C'est très important. 80% des déprimés en souffrent. Nous allons avoir aussi des troubles de l'humeur, irritabilité. Les malades qui sont irritables sont agressifs. Et puis, nous allons avoir des troubles de comportement alimentaire, anorexie mentale, c'est-à-dire que le malade n'arrive pas à manger, donc il n'a pas d'appétit, ou bien il peut avoir une boulimie, c'est-à-dire qu'il va manger beaucoup. C'est le contraire. Enfin, nous allons, comme signe clinique, nous allons avoir des symptômes physiques. Bien entendu, si le malade donc, a une anorexie, il va avoir une perte de poids. Donc, il va maigrir. Il va avoir des troubles du sommeil, insomnie, des cauchemars, des troubles de la libido, soit une impuissance, soit une frigidité. Il va avoir aussi des troubles digestifs, anorexie, gastralgie, ou bien des troubles cardiovasculaires, palpitations, hypertension, bradycardie. Alors je vous signale que tous ces signes, on ne va pas les trouver en même temps. Donc, ça dépend de la nature de la dépression. Qu'elle soit légère, modérée ou sévère, on va voir un ensemble donc, de signes cliniques. Alors maintenant, quel est le traitement de la dépression? Alors le traitement de la dépression, il y a des traitements médicamenteux et des traitements non médicamenteux. Et je vous signale immédiatement que le traitement efficace de la dépression repose sur le traitement médicamenteux et sur la psychothérapie. Donc deux choses importantes qui vont de pair ensemble. Alors commençons par les traitements antidépresseurs. Nous avons donc les tricycliques, le tofranil, la nafranil, le sulmotil, la loxine. Alors ces médicaments ont été utilisés dans les années 60 et 70. Actuellement, on ne les utilise plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont des effets secondaires. Et on a des médicaments qui sont beaucoup plus efficaces. Nous avons les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, le Prozac, le Deroxat, le Zoloft. Alors, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la physiopathologie, nous avons dit qu'il y a une capture de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline. Alors, les médicaments vont inhiber, c'est-à-dire vont empêcher la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine. Alors, ici, le Prozac, c'est uniquement inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Nous avons des médicaments qui vont inhiber non seulement la recapture de la sérotonine, mais aussi de la noradrénaline. Donc c'est beaucoup plus efficace. L'Ixel, l'Effexor, le Sambal. Alors, chose importante, le traitement doit être poursuivi avec une posologie suffisante, mais pendant 6 mois, pour éviter les récidives et les rechutes. Alors, le problème qui se pose avec ces malades dépressifs, c'est qu'ils ne prennent pas leur traitement pendant 6 mois.
alors ils vont récidiver, ils vont rechuter. Donc si nous avons un conseil à donner aux dépressifs, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre le traitement pendant une période suffisante, c'est-à-dire de 6 mois. Alors les autres traitements, les traitements non médicamenteux, l'électroconvulsivothérapie, ça c'est ce qu'on appelle les électrochocs. Alors les électrochocs sont réservés aux dépressions qui sont résistants aux traitements médicamenteux. Alors de quoi il s'agit? On va faire des électrochocs aux malades, peut-être on va placer des électrodes, on va faire des électrochocs, on va faire donc des crises d'épilepsie de 15 à 20 secondes. Alors c'est délicat ici. Il faut avoir donc des gens qui connaissent ça, des médecins qui connaissent ça, donc, parce que c'est pas facile à faire. Alors nous avons également la photothérapie. Alors qu'est-ce que c'est la photothérapie? Alors on a trouvé, surtout lorsqu'on parle de dépression donc endogène, des malades ils vont faire des dépressions pendant l'hiver. Alors on va faire des séances de photothérapie, c'est-à-dire on va faire de la lumière, pas de l'ultraviolet, lumière, et ça peut guérir surtout donc les dépressions qui sont donc ce qu'on appelle les dépressions saisonnières, qui arrivent pendant l'hiver. Alors on a parlé aussi de la phytothérapie. Phytothérapie, donc nous avons une plante qui s'appelle le myrtille, Lycopodium perforatum, al-aran mahboub. Ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est efficace. Et puis nous avons la psychothérapie. Psychothérapie, il faut faire donc des séances de psychothérapie, même si on va donner donc un traitement médicamenteux. Donc on va associer le traitement médicamenteux avec la psychothérapie. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la dépression, c'est une pathologie psychiatrique la plus fréquente. Elle constitue un véritable problème de santé publique. Les objectifs thérapeutiques visent à diminuer la souffrance liée aux symptômes dépressifs et à leurs conséquences. Nous avons vu donc les signes cliniques, la tristesse importante, l'insomnie, tous ces problèmes donc vont diminuer par la prise médicamenteuse. On va améliorer la qualité de vie, ça c'est important. On va aussi prévenir les récidives et les rechutes. Alors les récidives c'est quoi? C'est lorsque le malade a guéri, oui, il va avoir une récidive. Les rechutes, c'est-à-dire que le malade n'a pas guéri, et il rechute quand même. On va réduire les coûts engendrés par la maladie. Alors quels sont les coûts engendrés par la maladie? Lorsque le malade donc, va avoir des congés de longue durée et il va être inefficace. Donc lorsqu'on va le guérir, on va le remettre à son travail. Et puis on va améliorer la perception sociale de la maladie. Vous savez que la dépression, c'est une maladie qui est mal vue dans la société. On va dire qu'une personne a une dépression, c'est une personne qui est foutue, ne peut plus travailler, qui est mal vue. Alors on va améliorer la perception sociale de la maladie. Voilà, donc ça c'est la dépression. Je vous remercie.